Disparité régionale, je veux dire en partant que ce n'est pas un thème qu'on connaît beaucoup sur le territoire, parce que ça ne nous concerne pas. On parle de disparité régionale. En fait, quand on parle de ça, on parle d'éloignement et d'isolement. Alors, c'est deux critères pour parler de disparité régionale. Là-dedans, évidemment, on va parler de villages ou de villes au Québec, localités, où la distance est à ce point grande que, par exemple, où l'éloignement ou l'isolement est à ce point qu'on peut y avoir accès parfois que par bateau, que par train, que par avion. Ça va faire aussi en sorte que les populations étant restreintes, que les services publics sont peu disponibles. Des fois, c'est l'alimentation qui arrive qu'en avion. Vous vous rendez compte des problèmes que ça peut occasionner. Problème de logement, évidemment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, de biens de consommation. On divise généralement le territoire québécois en 5 secteurs qui vont d'un certain isolement, d'une certaine distance à parcourir avant d'avoir accès aux localités, à un isolement extrême. Évidemment, quand on les regarde, le secteur 4 et 5, c'est le Grand Nord québécois, accessible essentiellement que par avion. Ensuite, on a le secteur 3, qui comprend les localités de la baie James qui sont accessibles par route, mais vous comprendrez qu'il faut en faire pas mal de routes pour y avoir accès. Certaines villes minières qui sont égrenées le long de la voie ferrée qui mène de la Mauricie à la Abitibi. Il faut comprendre que ces villes-là sont accessibles que par le train. Et certaines localités isolées de la basse Côte-Nord, elles aussi accessibles que par bateau. Secteur 2, tu as d'autres villes minières qui sont accessibles par train. Il y a les îles de la Madeleine, on sait qu'elles sont accessibles par bateau. Et Havre-Saint-Pierre, parce qu'au moment où ça a été négocié, Havre-Saint-Pierre n'était pas accessible par la route, ce qui est plus le cas maintenant. Puis le secteur 1, c'est les autres localités éloignées. Alors, ce que ça fait d'être considéré dans un de ces secteurs-là, ça donne droit à des primes qu'on appelle souvent des primes d'éloignement, qui, pour cette année, par exemple, peuvent varier entre 5 842 $ et 18 721 $. Et ça, c'est en fonction du secteur. Alors, si j'enseigne dans le secteur 1 et que j'ai aucune personne à charge, le montant que je vais avoir, à titre d'exemple, c'est 5 842. Et à contrario, si je suis dans le secteur 5 avec des personnes à charge, 18 721 $, ça va être ma prime d'éloignement. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Je ne vous ai pas dit aussi, c'est vrai pour ceux qui viennent du Sud, parce qu'ici on est dans le Sud pour ces gens-là. C'est vrai pour ceux qui viennent du Sud comme ceux qui sont nés dans le Nord. Donc, il n'y a pas de distinction entre ceux qui vont travailler dans le Nord et ceux qui habitaient déjà. Ça donnera aussi à certains frais qui sont défrayés, comme les frais de transport et de déménagement. Vous pouvez vous rendre compte que de déménager dans un endroit qui est accessible que par avion ou que par train, ça pose certains problèmes logistiques. De la même façon, quand notre famille est dans le Sud, dans la région de Montréal, puis qu'on travaille dans l'extrême Nord, il y a des sorties qui nous sont données. Selon les secteurs, c'est de 1 à 3. Et il y a des fois même des frais de nourriture. Il faut commander la nourriture, puis que ça nous arrive par avion. Il y a des montants qui sont défrayés. Cette structure-là des disparités régionales est là depuis 79-80 environ. En 86, il y a eu un effort, parce que vous savez qu'il y a des choses qui changent. Il y a des réalités qu'on comprend mieux. Il y a des fois des localités qu'on aimerait voir passer d'un secteur à un autre. Alors, il y a eu un effort d'essayer de négocier, mais là, le gouvernement est arrivé avec ses propositions et s'il y avait certaines localités qui faisaient passer du 3 au 4 ou du 4 au 5, il y en avait pas mal d'autres qui voulaient faire passer du 3 au 2, puis dans le secteur 1, il ne restait plus grand-chose. Disons que ça refroidit les ardeurs pas mal, et en 2008, il n'y a eu aucune revendication de notre part. Maintenant, vous allez consulter votre monde dans vos établissements là-dessus, puis on comprend que ce n'est pas un thème qui, pour nous autres, est très important, mais il faut aussi comprendre que pour certaines régions du Québec, ça peut l'être. Et la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça, disparité régionale? Est-ce qu'on garde le statu quo parce qu'on pense qu'on peut y perdre en voulant ouvrir, ou est-ce qu'on y va en essayant d'améliorer les choses? Du côté de la retraite. Bon, d'abord, il faut comprendre un peu notre régime de retraite, savoir qu'on a un régime qui s'appelle la prestation déterminée. Ça veut dire que toute notre vie, on cotise, notre vie active, notre vie au travail, on cotise, et on sait ce qu'on va avoir à notre retraite. C'est-à-dire, dans notre cas, on va avoir
après 35 ans de service, à raison de 2 % par année, on va avoir 70 % de nos 5 meilleures années. Le contraire de ça, c'est un régime où on cotise toujours la même chose, mais à la retraite, on a une surprise de savoir combien on va avoir. Alors, les régimes à prestations déterminées, c'est les meilleurs régimes qui existent pour les travailleurs parce qu'on est garanti de notre retraite. Celui qu'on a, il y a un problème d'indexation entre les années 82 et 99. Ces années-là ne sont pas indexées parce que, comme le reste, les prestations qu'on soit à la retraite qui ne sont pas indexées, bien, on finit par voir une différence parce qu'on a quand même à subir les augmentations du coût de la vie. C'est aussi un régime où on a accès à notre régime de retraite à 60 ans, peu importe les années cotisées. Mais c'est sûr que si à 60 ans, j'ai 30 % d'accumulé au lieu de 35 %, bien, vous comprendrez, c'est-à-dire que j'ai cotisé pendant 30 ans, donc l'équivalent de 60 % de ma retraite, bien, j'ai le droit de prendre ça. Je n'ai pas une pleine retraite, mais j'ai le droit de la prendre sans pénalité actuarielle. Comme j'ai aussi le droit de prendre ma retraite à 55 ans, mais là, ça va être moins intéressant parce qu'il va y avoir une pénalité actuarielle de 4 % par année. Ça, c'est les bases de notre régime de retraite. Là. Ce qu'il faut retenir, un excellent régime à prestations déterminées qui fait en sorte qu'on sait à la retraite ce qu'on va avoir, qui nous permet même d'y avoir accès à partir de 60 ans. Maintenant, vous avez vu dans l'actualité, puis vous l'entendez encore, que les régimes de retraite à prestations déterminées sont questionnés. Ils sont questionnés, entre autres, suite à la publication du rapport d'Amour, Albert D'Amour, qui est un dirigeant du mouvement des Jardins. Et puis, lui, s'est intéressé effectivement au régime de retraite, mais à ceux des employés municipaux. Il faut que ce soit clair là, que Monsieur D'Amour n'a jamais travaillé sur le REGOP, qui est notre système à nous. Donc, ce qu'il dit des régimes de retraite municipaux, ça n'a rien à voir avec le nôtre, qui est le REGOP. Cependant, les médias ne font pas toujours la différence, puis il y a des courants d'idées qui remettent en question ce qu'on a, nous autres, comme régime de retraite. Et bon, il y a des gens plus jeunes dans la classe, mais je vais vous citer ma vieille grande-tante qui me disait, alors que j'étais tout jeune, la vie, ça va vite. Alors, ça vient vite, la retraite, il faut s'en préoccuper. C'est intéressant quand on a à la retraite une bonne qualité de vie. Pour venir à Albert D'Amour, bien, évidemment, ce qu'on dit dans le premier paragraphe, ou le deuxième plutôt, c'est que ça ne s'adresse effectivement pas au REGOP. Maintenant, dans l'actualité, on va retrouver des choses comme ce que vous avez en bas, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a beaucoup dans la population de gens qui n'ont carrément pas de régime de retraite, qu'il y a une autre partie qui a juste un REER. Évidemment, la tendance, c'est de montrer combien, dans le secteur public, nous sommes privilégiés par rapport au reste de la population. Il y a notre bon maire Labombe de Québec qui, lui, veut passer une loi puis faire ce qu'il veut avec ça, puis il est dans les médias, puis il revient régulièrement. Il y a l'opposition officielle qui parle de la solvabilité des régimes de retraite. Tout ça pour vous dire qu'il y a un courant d'opinion qui vise à remettre en question ce qu'on a comme régime de retraite. Puis en fait, ce qui est grave, c'est pas qu'on en ait un bon, c'est que l'ensemble de la population n'en ait pas un bon. Dernière convention collective, qu'est-ce qu'on a obtenu? Il y a surtout des travaux techniques qui ont été faits. Ces travaux techniques-là, bon, on a changé la méthode d'évaluation actuarielle. Bon, vous expliquer dans le détail ce que ça veut dire, je serais mal à l'aise de le faire, mais de vous dire que l'effet que ça a eu, c'est de stabiliser le régime puis d'avoir une cotisation qui est plus stable. Parce que notre cotisation, vous avez remarqué qu'elle varie dans le temps. On a aussi eu une meilleure formule de cotisation, ce qui a pour effet de la ramener le plus bas possible, la cotisation. Et puis, on a dégagé une opinion selon laquelle, si jamais on avait 20% d'excédent des surplus, on pourrait travailler à indexer les années qui ne le sont pas. Et puis, surtout, ce qui a été plus popularisé, c'est qu'on a déplafonné le régime, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille une 36e, une 37e, une 38e année va cotiser au REGOP et sa rente de retraite, au lieu d'être 70, va être 72, 74, 76 %. Essentiellement, c'est ce qu'on a fait. Si on vient au document, vous allez y répondre ce soir, puis vous allez avoir à expliquer ça un peu à votre monde. Et je pense qu'Éric l'a dit, tout ce qu'on fait ce soir, ça se retrouve dans le tabloïd. Alors, vous allez avoir un outil papier pour tout votre monde pour être capable de faire un peu ce qu'on fait.
Alors, la question qui est posée, c'est au niveau du REGOP, en sachant qu'il y a un courant d'opinion là, qui nous accuse d'avoir un bon régime au détriment des autres, des payeurs de taxes, malgré cette opinion-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas de demande puis on se contente du statu quo? Ou est-ce qu'effectivement, on essaie de bonifier notre régime de retraite? Et évidemment, des fois, la meilleure défensive, c'est celle d'être à l'offensive. Je vous laisse ça comme réflexion finale. Alors voilà.